faut prendre rendez-vous pour voir le Père Noël. Dans quel monde est-ce qu'on vit? Le Père Noël n'est plus accessible. On a de se rendre sur les lieux où le Père Noël se trouve et de faire la file, ça fonctionne plus comme ça. Comment ça? Ben, j'ai voulu aller voir le Père Noël en fin de semaine. Où ça? Puis je plains la pauvre jeune femme qui a dû expliquer tout l'avant-midi que il fallait prendre rendez-vous avec le Père Noël. Puis là, il n'y avait plus de rendez-vous disponible. Oui, en même temps, c'est un homme occupé, on peut le comprendre. Moi, j'en conviens. J'en conviens. Tant qu'on n'a pas à payer pour voir le Père Noël... C'est ça, parce qu'il faut payer pour voir Youpi. C'est ça. Ça, c'était mon autre. J'avais le choix entre deux affaires. Là, on va faire le lien. Presque 200 piastres pour que Youpi vienne te voir à ton siège. Père Noël n'est pas une mascotte, on s'entend. Il ne faut pas payer pour aller le voir. C'est bien que tu fasses la distinction. On aurait pu croire que occupé comme il est, que ça aurait pu être payant. Mais Youpi, 200 $, un peu 195. moins. Mettez un sac plein de cochonneries. Pour faire venir Youpi Doop à ton siège. Il doit y avoir des taxes là-dessus? Ben oui. C'est à la fois des biens et un service. Donc, ça fait quoi? Ça fait 225, 230 $ Absolument. Pour voir Youpi? Les Canadiens me fascinent tous les jours. Ils sont le fun. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont restés... Ça me fascine, oui. Comment je peux dire? Ça veut pas dire que je suis pas admiratif, mais ça me fascine. Ce qui est bien, c'est que l'aspect business prend pas le dessus. C'est ça qui est. C'est ça. C'est resté. On sent la pureté. C'est ça. Il est resté quelque chose de l'affiliation sociale, puis c'est pas du tout. Tout ça n'est pas du tout. Une machine à imprimer de l'argent sous toutes circonstances. Ouais. C'est rare. Quand on jumelle cette nouvelle-là, si on veut, à celle qui est sortie en début de semaine sur le compte de taxes du Centre Bell. Il fait bon avoir ce citoyen corporatif chez soi. Je trouve ça d'une tristesse sans nom, honnêtement. Hier, c'était le 114e anniversaire du Canadien, d'existence du Canadien. On n'a pas fêté. Et je regardais, je regardais la pauvreté des segments de divertissement entre les périodes, durant les pauses. C'est épouvantable. Ouais. C'est épouvantable. On dirait que les gens qui sont en place aux commandes de cette organisation-là ne réalisent pas. Moi, le plus grave que ça, pas qu'ils ne réalisent pas, ils décident que ça n'a pas d'importance. Ouais. Ou que le reste a plus d'importance. OK, moi, je pensais que j'étais dark là, pour ouvrir, mais vous êtes une coche... Mais je ne peux pas croire que les gens, les dirigeants de cette organisation-là, de ce groupe-là, ne soient pas conscients de ce qu'ils font, la valeur, ou des manœuvres qu'ils posent, puis de l'impression que ça donne. Ouais. Je veux dire, ce sont des gens intelligents. Comment on peut... Puis honnêtement, moi, de voir que le Centre Bell vaut 150 millions selon la Ville de Montréal en 2023, alors qu'il en valait 250 en 2011... Écoutez, je suis pas Gérald Filion, là, OK? Est-ce que c'est toi, Gérald Filion? C'est pas moi, Gérald Filion. Mais moi, je suis propriétaire depuis 2016. Ça a pas baissé. La valeur immobilière n'a pas baissé. Le compte de taxes non plus. Alors moi, tout ça, ça me... Ça passe tu passes de 10 à 5 millions. Il payait 10 millions il y a 12 ans. Il en paie 5 aujourd'hui, alors que ça explose partout. Tu disais, c'est des gens intelligents. Ça, c'est une démonstration. Écoute, là, j'ai l'air de trouver ça drôle, là, mais c'est pas moyen. Depuis le jour où cet édifice-là a été bâti, le Canadien a une batterie d'avocats qui travaillent là-dessus et qui contestent les rôles de taxes, les rôles fonciers... chaque année pour essayer toujours de grappiller, de réduire leur fardeau de taxes. Et quand tu regardes ce qui se passe autour, que les citoyens, eux, voient leur compte de taxes augmenter tout le temps. Tout le monde. Et on s'entend, là, ils en utilisent beaucoup, Canadiens, des taxes, le groupe CH, des taxes, de l'argent des contribuables. À chaque événement, il y a des policiers qui sont mobilisés là pour faire la circulation. Ils mobilisent du service public. Beaucoup. Ils en commandent énormément. Et c'est un des édifices les plus occupés au monde. Je pense que c'est le troisième en Amérique du Nord, je pense. Un des plus achalandés au monde, donc c'est extrêmement rentable. Alors ça, c'est triste. Et de voir ce qu'ils sont en train de faire avec le Canadien, c'est devenu une organisation bling-bling. Il y a les Golden Knights, il y a le Canadien. C'est de mauvais goût. Hier, il y a Godin qui est venu
entre la deuxième et la troisième période pour prendre une photo de ce qui se déroulait sur la patinoire, là où il y avait l'espèce de mascotte bleue. Là, comment... Métal. Hey, je pensais qu'il avait pris sa retraite. Qui est de retour. Ouais. C'est quoi ça? Il va être là tous les mercredis. Au moins, il n'y a pas beaucoup de matchs les mercredis, là, mais... C'est les spéciaux Metal Wednesdays. Ouais, les Metal Wednesdays, là, je sais pas trop, là. Lundi Wednesdays. Les lundis Wednesdays. Ah, les lundis aussi? Ouais. Mais en tout cas, je voulais pas... Je pensais pas qu'on allait parler de ça ce matin, mais moi, tu devrais. Sérieusement, je suis estomaqué pour ça. C'est honteux. Jamais, tu vas voir un match de baseball à Boston, jamais tu verrais les Red Sox se comporter comme ça, les Yankees. Je pense que j'ai souvent fait la blague au sein du balado. Tu vois, la course des présidents. Tu vois pas une course de gars déguisés en saucisse au match des Yankees ou au match des Red Sox. Mais tu commences à voir ça au Centre Bell. Mais là, au Centre Bell, tu vois des courses de gens déguisés en cône orange entre les périodes. Tu te dis, vraiment, on est rendu là. C'est épouvantable. Vous rappelez-vous, juste pour rajouter l'insulte à l'injure, il y a quelques années... Les gars en ont gros sur le cœur. Écoute, on est d'accord là-dessus. Je pense qu'il y a quelques années, juste avant la pandémie, Jeff Molson et sa bande avaient décidé de... améliorer l'offre. Ouais, non, je parle pas de l'offre client. Là. Il y avait ça, l'offre client avec les nouveaux restaurants et tout, mais il y avait aussi de passer, mettre les deux pieds dans le 21e siècle et on pouvait dorénavant avoir des billets numériques au lieu d'avoir des billets en papier. Ouais. Et si tu choisissais l'option numérique, qui théoriquement est l'option en plus environnementale, éco-responsable, c'est plus simple pour tout le monde. Tu payais une surcharge. Oui, je me rappelle. Je pense que c'était comme 5 $, par billet, ou c'était symbolique, là. Mais là, 5 $ par billet, c'est pas symbolique, là. Ben, pour la personne qui le paye sur 325, là, c'est pas une grosse différence, mais d'un point de vue de la perception, c'était épouvable. Puis je me rappelle qu'on lui avait posé la question au tournoi de golf. Ça doit être 2018-ish dans ces eaux-là. Je me rappelle bien, Puis je me rappelle plus qui lui avait demandé. Vous avez pas l'impression que au-delà du 5 $, là, que ça donne l'impression justement que vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour aller chercher une scène de plus. Ouais. Puis je m'en rappelle plus, mais de mémoire, il y a sûrement un truc c'était pas édifiant. C'est comme ça qu'ils font, c'est comme ça qu'on fait ailleurs. Ils avaient fini par reculer, par exemple, là-dessus. Mais c'est souvent, c'est comme ça qu'ils font ailleurs, puis c'est comme ça qu'ils font ailleurs. Mais ça donne vraiment une bonne idée de on la aimerait philosophie. Ça que Montréal, ce soit pas comme ailleurs. C'est une porte ouverte sur la façon de penser puis ce qui se passe dans les meetings. C'est une bonne idée, on pourrait avoir des billets numériques. Puis vu que c'est innovateur, ils vont payer 5 $ de plus. 5 $ là, 5 $ là. À un moment donné... OK. On parlera du Père Noël une autre fois, mais service public, sachez, jeunes parents, double vérifier. Il y a des places où est-ce que... on dit contre-vérifier. Ah, pardon. Jules. Là, Jules. Là, tu me donnes ce rôle-là. Je vais le prendre au sérieux. Mesdames et messieurs, Alexandre Gascon, récipiendaire du prix Jules Fournier 2023, que dis-je, pour la qualité de la langue. Mais à l'écrit. Seulement. À l'écrit ça seulement. paraît d'ailleurs dans ce balado. Aujourd'hui, la fin des disettes. Jules, je m'en viens. Que deviendras-tu, Juraj Slavkovski? Ça, c'est une formule que j'ai volée à Martin. Et on s'en va au soleil. C'est tellement hockey, épisode 278. Il n'est pas seulement récipiendaire du prix Jules Fournier, il est aussi l'un des 2 journalistes affectés aux affaires du Canadien et de la LNH. Mesdames et messieurs, Alexandre Gascon. Bonjour, messieurs. Bonjour, Alexandre. Il est un vrai camarade et un bon ami. Notre chroniqueur principal au service des sports de Radio-Canada, M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. C'est sûr, on est sorti de la première en avance 1-0, donc c'est sûr ça fait du bien de tirer de l'arrière puis de toujours devoir jouer du hockey de rattrapage. Puis non, après ça, on est allé chercher 2 beaux buts aussi rapidement, puis ça a donné un coussin pour travailler ensuite. Samuel Montembeault, après cette victoire contre le Kraken un lundi soir au Centre Bell, Montembeault qui a certainement été l'un des joueurs importants dans ce match-là. Cela dit, et comme il l'évoque, le Canadien qui a pris les devants, ce qui n'arrive pas souvent. À vrai dire, moi, en regardant le début du match hier, j'ai trouvé que le Kraken ressemblait beaucoup aux Canadiens des dernières semaines.
allez-y. Partez avec ça, là, puis faites-en quelque chose. C'est vrai. Merci. Hein? Il y avait un petit air de ça. Puis d'ailleurs, c'est ce que les gars disaient du Kraken, disaient dans le vestiaire le matin même, là, en disant tellement d'inconstance depuis le début de la saison. On pensait... Il y en a qui ont été assez honnêtes en disant on pensait que ça serait plus facile que ce que c'est depuis le début de la campagne. Pourquoi? Parce que Seattle a connu une saison de 100 points l'année dernière, a atteint les séries, évidemment, a sorti le champion en titre de la Coupe Stanley, l'Avalanche du Colorado, au premier tour. Meilleure équipe de la Ligue nationale à 5-5 l'année passée. Oui, exactement. C'était une force à 5-5. Ils ont poussé les Stars au deuxième tour à la limite des 7 matchs. Donc, il se croyait vraiment sur la pente ascendante. Et je dis ça, c'est pas une théorie de ma part, c'est vraiment ce qu'on nous disait hier dans le vestiaire. Yannick Gourde l'a admis, Burley aussi, même Matty Beniers. Donc, c'était vraiment le sens du discours. Et ça ressemblait pas mal à un Canadien en disant on est inconstant, des fois on n'est pas capable de mettre 60 minutes ensemble, on part mal, etc. Mais Jordan Eberle disait récemment, ce qui est frustrant, c'est qu'on joue probablement parmi nos meilleurs matchs et on les perd quand même. Oh, ça c'est... Ça aussi, c'est une rengaine connue. Peut-être qu'on a plus de chevaux de trait que de chevaux de course, n'est-ce pas, dans cette équipe, comme le Canadien d'ailleurs. Et puis, bon, c'est un peu ce qu'on a vu hier. Mais Montembeault a dû signaler, il n'a pas été si occupé, particulièrement en deuxième période, mais en première, il a quand même eu à signaler pour garder ce match-là égal au début, ou en tout cas permettre aux Canadiens de prendre l'avance. Là. Donc, on va leur regarder le verre à moitié plein, je dirais. Puis, bonne prestation du CH qui était prêt à temps pour une fois. Pour une fois. Oui, c'était une bonne première période. Ouais. C'était rafraîchissant de voir le Canadien débuter le match dès la mise au jeu initiale. Et sur Montembeault, écoute, je peux pas croire qu'il ne sera pas le partant pour le prochain match. Ben tu devrais. Tu devrais y croire parce que c'est pas son tour, Martin. Non, mais c'est incroyable. Tu vois ça dans aucune autre équipe. Depuis presque un mois, c'est le 8e meilleur gardien de la Ligue nationale et 927 de moyenne d'efficacité. À 5 contre 5, c'est le meilleur. Oui. Et quand il joue, le Canadien a du succès. Il a remporté 4 de ses 5 derniers matchs. Et il n'a pas obtenu 2 départs consécutifs durant toute cette période-là. Et honnêtement, on en parlait pas lors du dernier match, en 2 périodes. Les collègues de tous les médias, on était assis dans le salon Jacques-Beauchamp, puis il y a un inconfort par rapport à ça. C'est assez d'expliquer pourquoi le Canadien fait ça. T'es supposé d'y aller à la vie, à la mort pour gagner des matchs et de faire jouer tes meilleurs éléments. Et Samuel Montembeault n'obtient pas 2 départs. Il a obtenu 2 départs consécutifs à la mi-octobre. Puis il n'y a pas eu 2 départs depuis ce temps-là, alors que c'est le gardien le plus constant du Canadien. Alors, tirez-en vos propres conclusions, mais c'est ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ouais. Ça n'a pas de sens. Et je regarde comment les Flyers gèrent leur reconstruction. Ils ont un groupe de jeunes joueurs, puis ils les poussent. John Tortorella les pousse dans leur dernier retranchement pour extraire chaque goutte de substantifique moelle pour faire progresser cette équipe-là. Et on laisse... Il y a beaucoup... je veux pas... Il y a beaucoup de lousse dans la machine chez les Canadiens et je peux pas... J'ai beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi on fait ça. Pourtant, Martin est un émule. De John. Oui, John. C'est son mentor. En fait, c'est plus son mentor que lui. Il a plus déjà été son entraîneur, parce qu'à part ça, il n'y a pas grand parallèle à faire. Là. Ben lui, il s'y référait souvent. Oui, ça paraît pas tant dans son... Non, mais il disait, a appris beaucoup de lui sur la façon d'organiser, d'orchestrer des entraînements. Il y a plusieurs des exercices qu'il utilise encore aujourd'hui. Il en modifie certains, mais qui viennent de John Tortorella. Il l'a beaucoup apprécié comme entraîneur. Puis il dit qu'il lui parle, je sais pas, là, depuis qu'il est le coach des Flyers, depuis l'année dernière, mais qui lui parlait pas mal à ses débuts avec le Canadien. Donc, oui, c'est clairement son mentor. Là. Je trouve ça intéressant ce que tu dis là, parce que au milieu des années 2000, mon mandat, à un moment donné, pendant quelques saisons, quand j'étais dans une autre vie, dans un quotidien, j'allais beaucoup sur la route voir les joueurs québécois qui évoluaient pour d'autres formations. Puis ça me donnait souvent l'occasion de voir ces équipes-là s'entraîner dans leur amphithéâtre sans voir
sans voir la meute de journalistes montréalais. Honnêtement, ça, c'est la gig la plus le fun que tu peux avoir. Parce que tu es à contre-courant, tu es tout seul, les gens sont contents de te voir arriver. Là, tu vas voir, les joueurs sont contents, ils s'assoient avec toi, ils te parlent, tu as des longues conversations, tout ça. Et j'étais entraîneur au hockey mineur dans ce temps-là, puis un de mes plaisirs, c'était de dessiner les patrons d'exercices que les entraîneurs utilisaient. Puis, Jacques Lemaire était très inventif pour faire des patrons d'entraînement, mais John Tortorella, c'était vraiment un de mes entraîneurs favoris. Et Lindy Ruff aussi était très... J'ai gardé beaucoup de choses de Lindy Ruff, mais John Tortorella, c'était impressionnant. J'allais à Tampa souvent pour la période du camp d'entraînement. J'allais passer une semaine là-bas, puis c'était impressionnant de voir tout ce qu'il pouvait déployer là, pour travailler les habiletés, pour pousser les joueurs à la limite. Alors, je trouve ça intéressant. Il est assez original aussi, lui-même, là, donc ça vient de là. On plaint les jeunes que tu as coachés. Ça devait être plate. Ça devait être triste, ça devait être des années plates. J'adaptais ça quand même à leur niveau, mais quand même, c'est une des grandes responsabilités, je trouve, des entraîneurs à un bon niveau d'être... De toujours garder les joueurs en déséquilibre, un peu de toujours les stimuler avec quelque chose de nouveau, parce qu'ils deviennent blasés assez rapidement, les enfants. Fait que, un entraînement d'1 heure, c'était souvent 5 exercices de 10 minutes différents, des ateliers pour que tout le monde bouge, mais qu'on fasse beaucoup de choses variées. Puis quand les enfants sont stimulés, ils progressent à un rythme vraiment fou, là. Mais il faut se donner la peine de le faire, là. Je pensais que tu ajouterais quelque chose. Non. Ajoute, je t'en prie. J'ajoute rien. Non, mais c'est pas toujours la même routine, dans le fond, c'est ça. Mais pour revenir donc à Montembeault, c'est au tour de Primo. C'est au tour de Primo, là, Martin. Regarde, Martin, on te l'a montré l'horaire, c'est au tour de Primo. Ça démontre que le Canadien, encore une fois, ne sont pas dans l'industrie de remporter des matchs. Exactement, c'est ça. Ça dépend comment tu définis le succès, Alexandre. Et en ce moment, le succès n'est pas défini par la colonne des victoires, vraisemblablement. Vraiment pas. Parce que le Canadien joue pour 500, puis Montembeault est 6-3-1, lui, donc à amasser. Lui, il joue pas pour 500. Non, amassé 13 points sur une possibilité de 20. Il a joué 11 matchs, mais 10 départs, si on prend juste les 10 départs. Là. Donc ça, on est plus dans le 670, 680, alors directement là. Mais c'est vrai qu'il a eu droit à des adversaires un peu plus faibles depuis le début de la saison. C'est Simon Olivier qui l'a fait à la presse, puis c'était quand même... La démonstration était pertinente, effectivement. Sauf que clairement, quand Montembeault est devant le filet, le Canadien se donne une meilleure chance. Puis oui, des adversaires plus... Il n'a pas battu les Bruins, Montembeault? Ça se peut qu'il ait battu les Bruins. Mais disons, on prend Anaheim. Oui, sur papier, c'est un adversaire plus faible, mais des fois, le Canadien joue très, très mal contre ces équipes-là. Puis contre Anaheim, il a fallu qu'il soit miraculeux en troisième période particulièrement pour que le Canadien gagne, même si cette équipe-là est plus faible. Donc, des fois, il faut relativiser aussi. Là. Vraiment, c'est pas la même équipe avec Samuel Montembeault devant le filet. Moi, je me demande, même s'il n'est pas rendu à un certain point dans cette équipe-là, Montembeault, il n'y a pas les intangibles qui jouent en sa faveur, dans le sens où... Que les gars sont plus en confiance. Exactement. Quand il est dans le filet, tout le monde dit « OK, c'est Sam qui est devant le filet aujourd'hui. C'est à son tour. On va avoir une bonne performance devant le filet. » Et à l'inverse, avec Jake Allen, on dirait qu'on assiste à l'inverse. Oui. Peut-être. C'est rarement juste une coïncidence. C'est Jake, depuis longtemps, il donne son mauvais but par match, puis bon, c'est plus compliqué. Il y avait eu un excellent mois d'octobre. S'il veut donner ses 3 buts, il faut qu'il commence à me mener. C'est ça. Ouais. Mais bref, ça devrait se résorber, ou plutôt se régler ce dossier-là. Là. On dit ça depuis. Non, mais depuis que Montembeault. Oui, mais là, maintenant que Montembeault a un contrat en poche, je pense que ça précise les choses. Ouais. Lui, il va rester. Tu sais que ça s'est passé pendant qu'on enregistrait. Ah ouais, on a attrapé ça, là. C'était vendredi matin. Il se passait quelque chose. Pendant qu'on parlait de lui, en plus. Oui. C'est la prophétie baladesque. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce contrat-là? Je pense que c'est un très bon contrat pour le Canadien. Oui. Puis, ça demeure que Samuel Montembeault n'a pas démontré à long terme qui était en mesure de faire le travail sur une base régulière, puis en se taillant la part du lion là, des matchs de son équipe. Il n'a pas eu l'occasion de le démontrer, mais sa courbe est clairement ascendante depuis son arrivée avec le Canadien. Moi, je trouve qu'il est en constante progression. Il joue toujours avec de plus en plus d'assurance. Alors, il n'y a rien qui indique que soudainement, il va avoir une
il va avoir une régression dans ses résultats. Cela dit, on en a vu beaucoup des gardiens être assez bons pendant les 50-100 premiers matchs de leur carrière, puis disparaître après ça. Alors, je pense qu'il y a une certaine forme de sécurité aussi pour le CH, en disant que c'est pas un contrat à trop long terme, c'est 3 autres saisons, 3 millions, un peu plus par année. Mais ça devrait être payant pour le Canadien, normalement. Là. Puis Montembeault aussi a cette personnalité-là, un peu Teflon. Hein. Il n'y a rien qui semble affecter vraiment. Tout lui coule dessus. Il est super relax. Il fait un peu penser dans son attitude... Dans son attitude. Ça va être attention, parce que ça s'en va directement sur les réseaux sociaux. Dans son attitude. On enlève tout ça. Il fait un peu penser à Martin Brodeur dans la mesure où... Ça, on va du clic, mon vieux. Les entends-tu cliquer? Montembeault égale Martin Brodeur. Non, Alexandre Gascon, 2 points. C'est drôle parce que moi, j'ai pas eu l'occasion de couvrir Brodeur directement, mais les gars qui sont sur le beat depuis longtemps disaient toujours Martin Brodeur, tu sais, il n'y a pas grand-chose qui le dérangeait. Puis dans les dernières années, il y a une règle non écrite qui est devenue une espèce de loi divine dans la LNH. Le gardien ne parle pas le jour où il goal. OK? Ça, c'est de droit divin. Ça, je pense que c'est le 11e commandement, dans la Moïse. Ouais. C'était dans petit caractère. Là, ils l'ont juste raté. Dans le code, le code divin qu'ils appellent. Ils l'ont raté au bas. Là, il y avait un astérisque. Puis c'était marqué le goaler ne parle pas quand il goal. Quand il goal. Et Martin Brodeur, lui, apparemment que ça ne lui faisait absolument rien. Et il y a plusieurs collègues qui disaient Brodeur nous parlait quand il venait jouer au Centre Bell à 5 heures. 17h, 17h30 avant d'aller jouer. Il n'y avait pas de problème avec son café. Il arrivait à l'aréna depuis peu. Puis bon, et apparemment que Brodeur disait si je suis pas capable de vous parler 2 heures avant le match, comment je vais faire pour arrêter les rondelles tantôt? C'est un point valide. Et Samuel Montembeault... Moi, j'ai une anecdote sur Martin Brodeur. Attends, je vais juste finir ça, puis tu tireras. Mais Samuel Montembeault ne parle pas quand il joue, parce que c'est de droit divin. C'est une loi divine. Mais lui... c'est clair que ça le dérangerait pas. Et c'est juste pour illustrer sa personnalité vraiment décontractée. Quand je dis Teflon, c'est qu'il n'y a rien qui lui colle dessus. Il y a vraiment, je pense, la bonne mentalité puis la personnalité pour être le gardien à Montréal. Donc, ça joue aussi. Alors, c'est un bon contrat, puis ça reste que lui aurait peut-être pu aller chercher un petit peu plus d'argent sur le marché des joueurs autonomes. On le saura jamais. En même temps, le marché des gardiens, parfois, est un peu trompeur. T'sais, là, c'est presque 10 millions dans son compte en banque. C'est un gars qui pensait pas nécessairement avoir ce montant-là un jour. Il est proche de chez ses parents. Il passe beaucoup de temps avec sa famille. Il pourra jamais jouer plus proche de Bécancour. Là. Je pense pas qu'il y ait d'équipe de la Ligue nationale. Mais il va peut-être avoir une expansion. On va en parler tantôt. On verra. Mais il est clairement heureux. Puis tout le monde va être content là-dedans. Vas-y donc. Alors, mon anecdote sur Brodeur, pour montrer à quel point c'est un gars détendu. Je me souviens pas en quelle année j'ai été affecté à la couverture du match d'étoiles à Dallas. 2006, ça se peut-tu? 2007, dans ce coin-là. Puis après le match, j'envoie mon texte, puis Éric Gagné était là. Il venait d'être échangé aux Rangers du Texas. Puis 2006, c'était bon. C'est ça, 2006. Alors, Éric me dit, j'ai été invité au party d'après-match du match des étoiles. Fait qu'il dit, viens avec moi, puis on va aller prendre un verre là. Alors, on est dans le party après le match des étoiles, et Martin Brodeur arrive. Et on le croise. Salut Martin. Il regarde Éric Gagné. Il dit je t'ai vu, tu étais assis dans la section 215, dans le siège 3 et 4. Éric dit quoi? Tu es en train de jouer dans le match des étoiles, tu as eu le temps de. Il dit oui, je t'ai remarqué à un moment donné pendant une pause, pendant un hors-jeu. J'ai dit je connais ce gars-là. C'est Éric Gagné, ça. C'est quand même. En tout cas, j'avais trouvé ça très particulier. Wow, le gars il a une capacité de concentration assez élevé. C'est game over, ça, dans les estrades. Je connais ce gars-là. Oh, I was so happy for him, and he works so hard every day for it, and sometimes it's just unlucky that it doesn't go in, but because you need to break it somehow, and that's the beautiful way how to score. It's from own zone. It's kind of nice. Juraj Slafkovský, certainement l'une des figures marquantes de cet affrontement de lundi soir avec Josh Anderson, enfin libéré. Et Slafkovský qui commentait ce but d'Anderson, qui dit que tout le monde était content pour lui, et que de le faire comme ça, c'est-à-dire, parce que certains, ceux qui ont de la difficulté à s'amuser vont dire oui, mais là, c'était dans un filet désert. Mais n'empêche, était pratiquement derrière, ils vont le dire comme ça.
presque de sa ligne des buts, d'un côté à l'autre de la patinoire. C'est drôle parce que son dernier but, Josh Anderson, c'était aussi dans un filet désert l'année dernière. Ouais, mais c'était plus un but-rebut que celui-là. Ben, c'était de sa zone. Ah oui, OK. Ouais. C'est peut-être sa nouvelle spécialité. C'est ça, voilà. Il est reconnu pour ses buts dans des filets déserts. Slafkovsky et Anderson ont été deux joueurs qu'on a vus. Hey, je veux commencer avec Anderson parce que... il y a ce but-là qui est peut-être anecdotique, mais enfin, qui ne l'est pas parce que ça met fin à une disette qui avait un peu pas d'allure. Mais vous avez vu précédemment dans le match la jolie passe qu'il a fait à Moynihan. Il avait fait de même à Gustav Lindstrom. Ça fait quelques-unes. Et souvenez-vous, quand Martin Saint-Louis est arrivé, on disait, Martin voulait que des joueurs comme Gallagher, comme Anderson, ils voulaient continuer à améliorer leur QI hockey. Puis on a beaucoup parlé, évidemment, du fait que Anderson ne trouvait pas le fond du filet, mais pendant ce temps-là, puis ça fait quelques matchs qu'il joue très, très bien, qu'il continue de faire ce qu'il faisait bien, mais en plus de ça, qui a ajouté, ou enfin, ça fait quelques jolies passes qu'on le voit faire, et ça, c'était pas nécessairement dans son ADN. Pensez-vous qu'on va retrouver un Anderson amélioré, genre, maintenant qu'il est libéré du singe qu'il portait sur son dos? Ben, écoute, je pense que ça montre juste à quel point c'est le dosage qui est important quand on apporte des ajustements dans notre jeu. Quand Martin Saint-Louis a commencé à travailler avec Josh Anderson, il voulait en faire un joueur qui n'était pas simplement capable de jouer nord-sud, qui était plus créatif avec la rondelle. Puis Anderson la saison dernière, avait complètement changé sa façon de jouer et c'était pas... on se disait, voyons, qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est pas l'attaquant de puissance qu'on a connu. Et à un moment donné, il s'est comme rajusté dans le dernier droit la saison dernière. Il a recommencé à jouer, vraiment être le gros attaquant de puissance qui fait de l'échec avant, qui terrorise les défenseurs adverses, qui donne des mises en échec et tout ça. Mais c'est vrai qu'il a ajouté ça, qu'il a ajouté cette corde à son arc. Et c'est drôle parce que hier, il a fait quelques bonnes passes. Une longue passe transversale aussi en entrant en territoire. Et ça fait quelques matchs qu'on voit ça. Ouais. Alors que c'était pas un gars nécessairement reconnu pour sa vision du jeu. Puis dans le cas d'Anderson, écoute, j'ai hâte de voir la suite parce que c'est un tunnel dont c'est très difficile de s'extirper quand tu connais une séquence d'insuccès comme ça, que tu fais toutes les bonnes choses, mais que le résultat n'arrive pas. Ça arrive dans le baseball majeur, un gars peut être 0 en 28 au bâton, puis il faut que tu retournes au bâton à chaque fois. Puis il faut que ça devient très, très lourd à porter. Il y a une pression financière, il y a une pression intrinsèque aussi, parce que tu veux, par rapport à tes coéquipiers, tu veux montrer que tu contribues et tout ça. Et hier, après le match, Anderson disait, à un moment donné, je me suis recentré durant le dernier voyage. Là, j'ai dit, écoute, tu es payé pour jouer au hockey, tu joues avec un bon groupe de gars et tout ça, puis il n'y a pas juste les buts qui comptent, fais ce que tu as toujours fait, puis à un moment donné, ça va débloquer. Là, on s'entend, c'est juste un filet désert, un but dans un filet désert, mais quand même, il continue d'obtenir des chances et des fois, il suffit juste de ça, d'avoir un but, soit en tir de barrage ou un but dans un filet désert pour que ça débloque. Mais j'ai hâte de voir la suite de l'histoire. S'il repart pour encore 10 matchs sans marquer, ça va recommencer à peser, mais toute sa vie, il a eu du succès, puis il a marqué des buts, là, puis c'est pas parce qu'il fait mal les choses, mais des fois, écoute, le chat noir sur l'épaule, là, il peut rester un singe, un chat noir, c'est toute l'animalerie. L'animalerie au grand complet. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai, moi, ça m'avait bien impressionné la passe qu'il a faite à Lindstrom particulièrement parce que c'est la fin du match, il reste peu de temps. Ouais. Le Canadien est en retard par un but. Il est devant le filet. Il est dos au filet, mais il est devant le filet. Puis c'est un joueur dont on dit qu'il a une vision en tunnel souvent, qui n'a pas la même intelligence que d'autres. Alors, toutes ces circonstances-là nous laissait croire qu'il allait essayer de se virer sur lui-même puis de tenter un tir au filet pour créer l'égalité. Surtout quand un gars se cherche, est en quête d'un but, se retrouve dans l'enclave, a comme une genre de demi-chance. J'étais convaincu, moi, qu'il allait essayer de se virer de bord le plus rapidement possible puis de tirer. Et au contraire, il a fait la passe à Lindstrom puis ça démontrait justement un calme, c'est ça, un certain recul, je pense, par rapport à sa propre situation. Donc cette passe-là, particulièrement face aux Wings, m'a fait dire, OK, clairement, dans sa tête, il voit les choses beaucoup plus clairement qu'il n'y a pas si longtemps. Et puis, ça s'est confirmé avec son match d'hier, de lundi, contre Seattle. Alors, on ne peut que lui souhaiter parce que
C'est un gentil garçon, il travaille bien, c'est un bon coéquipier, il est adoré. Je pense qu'on l'a vu hier à quel point les gars ont célébré ça comme s'ils venaient de gagner la Coupe Stanley. Et la foule aussi. Tu vois que c'est un joueur aimé. Là. Oui, c'est ça. Les gens l'aiment, mais c'est un gars qui aime jouer à Montréal. Il est content de jouer à Montréal. Il l'a encore dit hier, d'ailleurs. Oui. Alors, souhaitons-lui le meilleur. Honnêtement, je pense pas que ça va se poursuivre. Là. Même si c'est un but dans un filet désert, ne serait-ce que de par la façon qu'il jouait aussi dans les derniers jours, les derniers matchs, j'ai l'impression que ça va finir par rentrer. Puis c'est pas une mauvaise... ça va être le bienvenu, je pense. Si ce gars-là doit avoir un impact dans ton équipe. S'il n'y en a pas, c'est un gros trou. Là. Jusqu'à quel point... Bon, je me suis beaucoup, puis je m'en suis... À la fin de l'enregistrement, la semaine passée, j'ai dit à Martin puis à Marc-Antoine, là, je vais arrêter, là, parce que j'étais fatiguant avec les trios, on devrait essayer des nouvelles affaires, Puis j'en profite pour m'excuser au public. Je m'excuse. Mais je trouvais... Je me demande... Enfin... Bref, j'étais content de voir Jake Evans dans un autre rôle. Ouais. C'est le genre d'affaire que je me disais pourquoi qu'on ne l'essaye pas. Là, on l'a vu. Entre vous et moi, quand j'ai vu ça apparaître dans l'infographie pendant le reportage du match, je n'étais pas certain, mais parce que bon, le trio était complété par Monahan et Anderson. C'était pas mal quand même comme unité. Puis Jake Evans, bon sang, c'est un joueur... qui est peut-être pas toujours utilisé à sa juste valeur. À sa juste, ouais. Ben, oui et non, dans la mesure où c'est vrai que c'est un joueur responsable, puis il te fait pas mal, puis normalement il est assez bon en désavantage numérique, mais il a clairement des capacités offensives limitées. Là. Il faut, peut-être qu'il peut en donner plus, mais l'échantillon commence à être assez bon là, dans son cas, et puis on sait qu'il peut pas aller au-delà d'un certain rythme. Cela dit, moi aussi, j'étais content de le voir dans un autre rôle, et puis ça vaut la peine de l'essayer, surtout quand tu as 3 joueurs blessés à l'attaque, 3 qui seraient potentiellement sur ton top 6 normalement, là. Harvey Pinard, Newhook et Dak. Donc, Monahan, Evans et Anderson, c'était une combinaison franchement intéressante. Ça donne beaucoup de flexibilité. Tu as 2 joueurs de centre, un droitier, un gaucher. Hier, quand je sais plus qui a demandé à Saint-Louis, on a vu Evans à l'aile. Evans va jouer à l'aile. Puis là, Martin a dit, je sais pas s'il va jouer à l'aile, il va jouer au hockey. OK. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Pareil. Toi, tu joues, moi, je joue au hockey. Quelle position? Au hockey. Alors, bref. Mais Monahan et Evans s'échangeaient les responsabilités, mises au jeu, tout ça. Ça t'apporte un petit peu de latitude comme entraîneur, je pense. Tu peux les placer dans différentes situations. Et hier, ça a bien fonctionné. C'était un trio intéressant, créatif. On s'y attendait pas nécessairement. Donc, moi, je suis pas contre parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de patience. Martin Saint-Louis est très patient. Puis on peut le comprendre, il dirige essentiellement une jeune équipe. Il n'y a pas d'impératif de résultat dès cette saison. Mais parfois, essayer de trouver des solutions en brassant la soupe, c'est le bienvenu aussi. Là. Ouais. Moi, j'aime bien Jake Evans. C'est un gars dynamique. C'est un gars qui fait jamais mal à son équipe. Il est responsable. Puis il joue toujours avec les laissés pour compte. Depuis son arrivée à Montréal, c'est pas mal le gars de 4e trio. Il joue peu, puis il joue jamais avec les mêmes alliés. Et il joue avec les gars souvent qui sont les moins talentueux. Mais de le voir, si on regarde à l'université, il y avait du succès offensif. Oui, quand même. Il était productif. Là, il a 27 ans, il a du métier et il est intelligent. Et là, de le voir avec deux alliés accomplis, c'est quand même été l'attaquant le plus utilisé du Canadien dans le match contre le Kraken. Il a très, très bien fait ça. On entend souvent, quand il y a une avalanche de blessures dans une équipe, les gars dire « Bon, mais ça va être la chance pour d'autres de combler de combler le vide, de montrer c'est une occasion pour les autres. » Et on s'entend, dans 98% des cas, c'est un peu de la bullshit. Là. Il n'y a pas, c'est pas grand-chose à montrer. C'est ce qu'il espère, c'est un espoir. C'est ça. C'est rare que tu vois un joueur recevoir une promotion dans l'alignement puis faire ça très, très bien. Mais Jake Evans a connu un très bon match hier. Alors, voyons ce qui va se passer sur une plus longue période, mais écoute, ce trio-là mérite d'avoir quelques matchs de plus là, pour qu'on voit. Oui. Monahan a eu l'air de reprendre vie après un passage franchement inquiétant. J'allais dire, J'allais dire, c'était pas sur une passe d'Anderson. Oui, Alex, on vient d'en parler. OK, ça, c'est correct. Et c'est peut-être pas étranger au fait, parce que ça aussi, ça fait partie de l'équation quand on parle du trio de Suzuki, que s'il y a pas d'autres trios à surveiller de l'autre côté, ça simplifie la tâche des équipes adverses.
Et là, dans les notes que tu nous as préparées, Martin, parce que c'est Martin qui prépare tout ici. Hein. Nous autres, Alex, depuis que tu as remporté le Jules Fournier, mon vieux, moi, il rentre ici, les verres fumés, en retard, toujours. De quoi on parle? Puis moi, j'ai toujours été un peu comme un boulet, là, donc ça n'a pas changé. Mais dans tes notes, tu identifiais le match numéro 11 pour un déclic dans le cas de Slavkovski. Parce qu'hier, là, je me disais, coudonc... Saint-Louis, ça? Contre Saint-Louis. Ouais, pas le gars, la ville, contre les Blues. Mais hier, je le regardais aller et je me disais, coudonc, c'est qui les défenseurs à Seattle? C'est qui? Est-ce que, genre, c'est des gars de la Ligue américaine? Non, exactement. Puis là, en me concentrant, j'ai bien vu là, que... Mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu peu importe qui, là, d'un côté comme de l'autre. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un attaquant faire autant ce qu'il veut sur le long des bandes en zone adverse. Hier, vraiment, là, c'était épatant. Ouais. Et c'est ça, moi j'ai identifié... Hier, dans le point de presse, Martin Saint-Louis s'est fait poser la question, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu peux faire pour aider un jeune joueur comme Slavkovski, pour lui donner confiance? Ouais. Et Martin a répondu, écoutez, je pense pas que je puisse donner confiance à un joueur, je peux faire des choses pour l'aider, mais honnêtement, si on regarde dans la saison comment se déroulait la saison de Slavkovski, je me souviens, on était ensemble au balado ici, puis on disait là, ça va vraiment pas. Après le 10e match, on disait là, ça va pas. Ce jeune-là n'a pas confiance, n'a pas l'occasion, n'est pas placé dans des conditions qui lui permettent de connaître du succès et de bâtir sa confiance. Et à un moment donné, ça devient très fragile, ça devient périlleux pour un jeune athlète de jamais avoir de succès et de ne pas être capable de dominer alors qu'il a été repêché. Et qu'on espérait qu'il devienne un joueur dominant. Et le match suivant à Saint-Louis, Martin Saint-Louis a doublé la mise en le faisant jouer au sein du premier trio avec Cole Caulfield et Nick Suzuki. Et à partir de ce moment-là, je le vois ici dans mon relevé de chances de marquer match après match. C'est une colonne de 0, puis là, pouf, ça explose tout d'un coup après ce match-là. Et Slavkovski, on dirait, je ne sais pas si c'est d'avoir été mis en contact avec les deux meilleurs joueurs de l'équipe, de dire, OK, l'entraîneur me considère assez pour me faire jouer avec les deux meilleurs joueurs, ou de côtoyer des gars qui essaient de faire des jeux constamment avec la rondelle ou qui communiquent avec lui et qui lui disent, occupe-toi de faire ça, puis ça va bien aller, ou qui disent, si tu penses faire un jeu, fais-le, mon vieux, puis on va te supporter. Mais il a déployé ses ailes depuis ce temps-là. Il obtient des chances de marquer, il essaie de faire des jeux. Hier, il essayait de passer entre... C'était un attaquant et un défenseur, là, quand il a essayé de passer entre les deux, mais il est beaucoup plus confiant et aventureux. Plus audacieux. Audacieux, qu'il l'était auparavant. Et c'est beau de voir ça. Mais audacieux au bon moment. Oui. Le ratio risque-récompense est bien. Puis, ses bagarres à 1 contre 1, c'était problématique. Il perdait systématiquement la rondelle. Là, on voit qu'il commence à sortir des coins. Son taux de succès n'est pas encore à 80%, là, mais il commence à sortir des coins avec la rondelle. Il se positionne mieux pour protéger la rondelle. Il se faisait souvent enlever la rondelle. Il est plus dynamique. Il avait tendance à être immobile des fois ou à se laisser glisser en y allant du bout du bâton pour aller récupérer des rondelles. Et écoute, c'est une éclosion. En 15 matchs, là, ce n'est plus... Depuis 15 matchs, ce n'est plus le même joueur. Et là, je me dis, ils vont le réchapper. Ça va... Tu sais, à un moment donné, je me dis, ça s'en va vraiment pas dans la bonne direction. Et qu'est-ce que ce premier choix au total va devenir? Et... Il faut placer une autre étoile dans le cahier à Martin Saint-Louis, honnêtement, dans les opérations. Redonnons confiance à un jeune joueur et permettons-lui d'atteindre un plus haut potentiel. C'est vraiment impressionnant de voir ça. Tout a été dit. Écoute. Avant qu'on enregistre, tu disais, là, il va falloir que ça se concrétise par. Tu parlais comme ça. Oui. Ça se concrétise par des buts, là. Des points. Et je double la mise comme Martin Saint-Louis. Ah, voilà. Mais j'ai été le premier. Je sais pas, j'ai été un des premiers à écrire renvoyez-la à Laval parce que là.
c'est qu'on s'inquiétait. On trouvait ça inquiétant. Ça n'avait pas rapport avec non, c'était pas ce qu'on a quel chaudron. C'était pas du tout, c'est ça, une critique de son jeu. C'était un jeune joueur, puis il faudrait pas que... c'était une critique de son jeu, dans la mesure où on trouvait qu'il était en train de se noyer dans la Ligue nationale. Là, on s'inquiétait. C'était maternel. Il ne faisait que survivre. Et c'était empreint de bons sentiments. Et effectivement, il y a eu un déclic complet. Cette expérience-là a duré juste 2 matchs, Saint-Louis et Tampa Bay, avec Caulfield et Suzuki. Là, hâte de voir, vu qu'il y a moins de monde, ça se peut que ça reste plus longtemps, mais hier, c'était probablement son meilleur match cette année, ou en tout cas pas loin. Et Martin l'a bien résumé. L'éclosion est complète. J'espère, il faudra... Martin Leclerc. Oui, c'est vrai, je précise. Le match à Saint-Louis, comme à un moment donné, là... On va utiliser des noms de code. Ouais. La ville X et Martin Y. Mais bref, éventuellement, effectivement, il va falloir que ce soit plus que de beaux flashs et une confiance renouvelée qui permet de créer des jeux. Il va falloir que ça mène à des résultats. Mais clairement, le processus est le bon. C'est ça, on parle d'un jeune de 19 ans. Là, exact. Non, je dis pas qu'il compte 30 buts cette année, mais ça aussi pour le jeune, c'est important de voir tous ces efforts-là. Et le fait, là, il se fait montrer de la vidéo de renforcement positif ces temps-ci. Je suis convaincu. Là, quand il lui passe le tape aujourd'hui, Saint-Louis, là, c'est clair qu'il y a des extraits, puis il y a des segments de la première période d'hier là, où il gagne plein de batailles le long des rampes, fait une petite passe par en arrière à Suzuki ou à Caulfield, je sais plus, traverse la patinoire parce que il prend la glace. Pour citer Saint-Louis, il joue la game qui est devant lui. On lui offrait, il l'a prise. T'sais, alors, c'est sûr qu'il y a du renforcement positif là-dedans. Alors, tout le monde doit lui dire, dans le personnel du Canadien, continue comme ça. Uri, ça va bien. Pour lui, pour un jeune de 19 ans, c'est important des fois de la mettre dedans, puis qu'il y ait des points au tableau, puis qu'il y ait des statistiques, parce que ça demeure la valeur ultime. Puis c'est comme la confirmation, la preuve que tout ce qu'il fait, puis ce qu'on lui dit, puis la petite tape sur pas sur les fesses, parce qu'on fait plus ça, mais sur l'épaule, qu'on lui donne. Non. En 2032, ça sera plus permis sur l'épaule, va faire. Ben là, pour l'instant, c'est correct. Fait que. un truc télépathique ou. Faut que ça se confirme par des résultats éventuels. Fâche-toi pas, là. Oui, on a compris. Évidemment, on a compris. Je fais juste jouer les rabat-joie, là, tu sais bien. Non, mais t'as pas tort. T'as entièrement pas tort. et moi, je voudrais juste conclure en disant que si ça peut continuer de bien aller comme ça, c'est tellement un beau complément à Nick Suzuki et Cole Caulfield. Il me l'avait dit lui-même à la combine à Buffalo avant d'être repêché. Je me verrais bien jouer avec Suzuki et Caulfield. Je pensais à ça hier. Je pensais exactement à ça. Allons au soleil. Les Coyotes de l'Arizona qu'on a vus, c'était quand? Je sais pas, on les a vus il n'y a pas longtemps. On se disait, ils sont pas pires bons. C'était pas un mirage au soleil, c'était... c'est pas un mirage. Les Coyotes sont bons. Les Coyotes vont faire les séries. Possible. Les Coyotes vont faire les séries. Penses-tu? Ben, c'est possible parce que dans cette division-là, dans les 2 divisions ouest, là, c'est l'écart des richesses. Là. C'est les États-Unis. Là. C'est vraiment... Il y a des gens qui sont très riches. Il y en a qui sont démunis. Il y en a qui sont démunis. La pauvreté extrême. Pas beaucoup de classe moyenne. Non. Et les Coyotes émergent comme des gens relativement bien nantis de la classe moyenne. Élevée. Voilà. Supérieur, avec une fiche de 13-9-2, 5 victoires de suite. Avoue que t'aimes mon analogie. Non, mais c'est pas toi, Gérald Filion. C'est moi. À 2, on fait Gérald. Quand on unit nos efforts. Mais je sais que c'est ça, Martin a beaucoup à en dire, mais dans l'Ouest... là-dessus. Mais dans l'Ouest, Colorado, Dallas, classe à part dans la centrale. Vegas, Vancouver, LA, classe à part dans la Pacifique. Après ça, ça va être une lutte acharnée. Et c'est ce qui donne aussi, entre autres, aux Oilers l'espoir de revenir dans la course parce qu'ils pourraient décrocher un poste de laisser-passer. Ils peuvent plus viser plus haut que ça, mais ça, c'est encore possible. Et pour les Coyotes, c'est clairement le cas aussi. Là. C'est vraiment... Et ça demeure une équipe de maillons faibles, hein, si je peux dire, là, par opposition à la théorie des maillons forts. Là. Comme au basketball, vous gagnez avec 2 joueurs vedettes.
au hockey, ça aide, mais si vous êtes aussi fort que le maillon le plus faible de la chaîne, là, c'est un peu ça le principe. Il n'y a pas d'immense vedette en Arizona, mais André Tourigny fait tout un travail. Ouais. Logan Cooley va très bien, sa première saison. Bon, là, on parlait Martin, on parlait de Uri. T'as raison, Martin, on aurait dû repêcher Cooley à Atlas, t'as raison. C'est ça que Martin Leclerc, 2 points. Le Canadien aurait dû repêcher Cooley avant. Il y a quand même 14 points. Il y a juste un but de plus que Uri. Ce que je trouve fascinant, c'est que le meilleur buteur des Coyotes soit Michael Carcone, qui a joué avec les Voltigeurs de Drummondville. Dans les rangs juniors, c'est un Ontarien, Carcone. Il jouait dans la Ligue junior majeure du Québec parce qu'aucune équipe ontarienne ne trouvait suffisamment bon pour le faire jouer dans la OHL. Il n'a pas été repêché. C'est un gars qui a joué dans le réseau des ligues mineures des Canucks de Vancouver. Et là, il débarque en Arizona. Il a 12 buts marqués. C'est un très bon joueur de hockey. Là. C'est un gars de 5 pieds 9. Là. C'est pas un gars 5 pieds 9, 5 pieds 10. C'est pas un gars qui est extrêmement costaud, mais c'est un très, très bon joueur de hockey. Et là, ça fait quelques saisons qui est avec André Tourigny. Il y a 12 buts marqués. Puis on parle des jeunes. Là. Clayton Keller est rendu à 25 ans. Va bien. On parlait de Logan Cooley, première saison. Il y a des grosses responsabilités quand même et il va assez bien. Alors, il faut les prendre au sérieux. Moi, ils m'ont beaucoup impressionné en début de saison. On en avait parlé. J'ai dit, ils vont se battre pour une place en série. Eux, là, c'est plus de la reconstruction. Ils vont pas se faire ridiculiser. Et c'est un secret bien gardé parce qu'il y a juste 4600 personnes. Ils jouent à guichet fermé tous les soirs. La bonne nouvelle, c'est que ça n'a jamais été à guichet fermé tous les soirs en Arizona. Là, ils sont. Mais André Tourigny, il fait tout un travail là-bas et il n'a jamais paniqué au cours des dernières années en accumulant les défaites. C'était une reconstruction qui était planifiée, mais là, ils ont donné un tour supplémentaire, un tour de vis supplémentaire, et c'est beau de voir ça. À guichet fermé en Arizona, et ce, sans course de saucisses pendant les entr'actes. Exact, ils n'ont pas besoin de faire ça. J'imagine. Je pense qu'ils n'ont pas de budget pour ça. Non, c'est des courses de saucisses. C'est des courses de cactus, là-bas, ça va? Oui, puis ça, juste 2, parce qu'il n'y a pas de budget. Ça doit faire mal quand tu fais une mise en échec. Oui, ça pique. La seule ombre au tableau, c'est ça. C'est cette situation qui perdure et qui sera peut-être de ce qu'on comprend, parce que vraisemblablement, la réunion des gouverneurs, c'est mystérieux. On ne sait pas toujours de quoi il sera question. Mais semble-t-il, puis c'est entre autres François Gagnon qui l'écrivait sur RDS, que ce serait à l'horaire aujourd'hui. On enregistre mardi, mais que la situation des Coyotes, j'entends par là le fait qu'ils n'ont pas d'aréna, accessoirement. Cette situation-là, parce qu'on trouve bien ça romantique, puis Godin nous en a parlé, Marc-Antoine y est allé, puis apparemment que ça a un certain cachet d'assister à un match de la LNH dans un aréna universitaire de 5000 places. On peut imaginer. Mais reste que quand vous êtes un partenaire d'affaires et que vous vous dites le bateau coule, là, on perd des revenus importants, et j'entends par là tous les autres gouverneurs, tous les autres propriétaires d'équipes, ce serait normal que ce soit à l'agenda aujourd'hui ou enfin à un moment donné lorsqu'ils se réunissent. En fait, Gary Bettman ou son commissaire adjoint Bill Daly avait dit au camp d'entraînement, il va falloir qu'on ait un plan clair au mois de décembre pour savoir ce qui va se produire avec l'amphithéâtre en Arizona, parce que sinon, ça ne peut pas perdurer, là, on s'entend. Donc, on est au mois de décembre. Et c'est ça. Et est-ce qu'il y a un plan clair? J'imagine que s'il y en a un, on en aura des échos. Reste que ça fait partie des quelques sujets qui sont, entre autres, sur la table. L'expansion aussi. Ça m'a... dans la foulée de la subvention aux Kings, le ministre Girard qui disait « Ouais, il va peut-être avoir une expansion. » Comme moi, je ne peux pas croire. Je ne suis pas sûr de ça. Je le répète, je ne peux pas croire qu'il va y avoir une expansion. Il n'y a aucune ligue nord-américaine qui a plus que 32 équipes. C'est l'équipe la plus pauvre des sports... La ligue la plus pauvre, celle qui a le moins de revenus de tous les sports majeurs nord-américains, c'est la Ligue nationale de hockey. Et si tu fais même si tu faisais une expansion et que le coût d'entrée était de 900 millions, par exemple, tu redistribues ça aux autres équipes, c'est un chèque de 30 millions. En échange,
de partager à perpétuité, après ça, la tarte des revenus de télévision et autres à 33 au lieu de ou 34 32. même, parce que... Plus tu ajoutes... C'est ça, parce que plus tu ajoutes d'équipes, plus tu es obligé de partager la tarte et de limiter les revenus de chacune dans le fonds commun là, dans lequel on puise les revenus nationaux et tout ça. Alors, je comprends pas la logique de ça. Et pour faire croître la valeur des concessions, il faut que ce soit quand même, à un moment donné, il faut qu'il y ait une rareté si la NFL va pas plus loin que 32 équipes, j'ai beaucoup de difficultés à imaginer pourquoi ça peut être bon pour la Ligue nationale de hockey d'aller à 33 ou à 34 équipes. Honnêtement, là... Dit comme ça. Alors... c'est vrai que ça fait bizarre. Ça fait... ça projette l'image de propriétaires qui sont assoiffés. Ils disent, donnez-moi mon chèque de 30 millions. Donnez-moi mon petit chèque, là, parce que j'en ai besoin pour arriver. Et alors, en plus, c'est une machine à imprimer de l'argent. Ils sont assurés de partager 50% des revenus. Tu peux pas que ça aille mal, que ça aille bien, qu'il y a une pandémie. La pandémie l'a illustré de belle façon. Là. Les joueurs avaient 2 milliards de dettes, ils ont remboursé jusqu'au dernier sou. Tu peux pas ne pas faire d'argent avec une équipe de la Ligue nationale, mais les revenus globaux ne justifient pas qu'on ajoute d'autres équipes dans la Ligue nationale. Alors, je peux pas comprendre ce discours-là présentement. Mais dans la NFL, il y a 32 équipes aux États-Unis, puis dans la Ligue nationale, il y en a 25. Puis c'est vraiment l'argument de Gary Bettman depuis le début. Oui, c'est parce que c'est ça, de loin la ligue qui a le moins d'équipes aux États-Unis. Puis c'est la raison pour laquelle on met ça de l'avant, c'est que Gary Bettman veut développer d'autres marchés américains. Il n'a pas gagné le Jules Fournier pour rien, lui, là. Mais c'est pas moi qui dis ça. Non, mais c'est bien... Mais puis je suis d'accord avec Martin sur les points qu'il vient d'exposer, mais pour Bettman, pour le commissaire, le marché américain des États-Unis n'est pas suffisamment développé à son goût. Alors, au baseball, il y a quoi? Il y a 29 équipes aux États-Unis? Oui. Parce qu'ils sont 30. Oui. Bon, au basket, il y en a 29 aussi. Il y a 32 équipes au basket. Je pense pas. Je pense que oui. Ouais. Puis, peut-être, oui. Il y en a une au Canada. Exact. Comment ça s'appelle? Alors, la NFL... à ce niveau-là, est sous-représenté. Puis il y a de l'intérêt. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y a de l'intérêt. Il y a des gras, puis tu l'as dit, tu peux pas ne pas faire d'argent, on dirait, là, avec une concession. Et en ce moment, les gens se les arrachent quand elles sont disponibles. Donc, c'est le raisonnement de la Ligue nationale. Je dis pas que c'est une bonne idée, mais c'est clairement le raisonnement de la Ligue nationale. Puis l'autre aspect à ça, c'est qu'il ne faut pas oublier le business du sport-spectacle, c'est pas de vendre des billets, c'est de vendre de l'espoir. Et là, plus tu as d'équipes, on s'entend, là, moins tu as de chances mathématiques de voir ton équipe remporter le titre. Mais, il y a 30 équipes. Je m'excuse. Je peux pas croire que ça soit vraiment envisagé sérieusement. Puis les revenus de télévision nationaux aux États-Unis, on s'entend que le contrat n'est pas à se lancer par les fenêtres. Là. Puis là, tout ça va être renouvelé. Les codes d'écoute non plus. C'est surtout ça. Le contrat canadien va être renouvelé dans 2 ans et demi-ish, à ce moment-là. Là. Ça va peser lourd dans la balance, ça aussi. Oui, mais tantôt, je disais, le Canada, ça compte pas. C'est un peu... c'est comme une bébête à part. Ça compte pas parce qu'ils tiennent ça pour acquis, parce que ça demeure que le contrat leur donne énormément d'argent à la Ligue nationale, alors qu'il n'y a que 7 équipes. Là. Et il va continuer d'en donner plus. Là. Les équipes canadiennes procurent à la Ligue nationale beaucoup plus que leur poids démographique. Exactement. Oui, et c'est pour ça que quand il y aura une expansion, il n'y aura aucune équipe canadienne d'ajouter. C'est logique. Ah oui? C'est logique. Tout à fait. Non, parce que là, c'est ça. Il faut le dire. Là. Québec, c'est sûr que dernier. Si un déménagement, puis une expansion à 2 équipes, puis que Québec ne retrouve pas d'équipe là-dedans... C'est ce qui va arriver. Ça n'arrivera jamais. Atlanta, pour une 3e fois, avant. Apparemment. Il faut le dire. On est obligé de le dire. Apparemment. Non? OK. Salt Lake City est clairement le favori, en tout cas dans l'esprit du commissaire et du commissaire adjoint. Là. L'année dernière, je ne sais pas si je vous avais compté ça, mais pendant la finale de la Coupe Stanley, il y a toujours le point de presse annuel de Bettman. L'adresse à la nation. Il y a eu la fameuse
question commandée du Journal de Montréal sur le retour des Nordiques à Québec. La traditionnelle Puis là, question on se fait téléguidée. un peu virer de bord et jamais le nom de Québec n'est prononcé. Ouais. Et avant la fin, c'est Bettman qui répond, puis avant la fin de la réponse, Daly prend sur lui d'ajouter son grain de sel et parle de Salt Lake City. Et là, il nomme Salt Lake City, il parle de Ryan Smith, le propriétaire du Jazz de l'Utah dans la NBA, qui lui est prêt, puis c'est une candidature intéressante, Salt Lake City. Donc, tu sais, c'est... Comment on dit, là, l'écriture est sur le mur, là? Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est leur travail de faire... De toujours faire en sorte qu'il y a des gens intéressés à avoir une équipe pour pouvoir faire du chantage auprès des municipalités, qui ne veulent pas payer des nouveaux amphithéâtres et pour s'assurer que la valeur des concessions soit maximisée. Parce que les Coyotes à Salt Lake City, là, c'est comme on dit en anglais, c'est plug and play. Là. Mm-hmm. Ils sont prêts là, à les recevoir. Tu prends les Coyotes, tu prends les Coyotes, tu mets à Salt Lake, puis ça joue. Puis ils s'en vont en série. C'est une bonne. Non, mais tu sais, comme tu veux développer un nouveau marché à Salt Lake City. D'ailleurs, il n'y a pas des Jeux Olympiques, non? Je mélange. Oui. Salt Lake est en lice. Devrait, c'est pas confirmé, mais ça devrait être 2034. Tu es déjà allé, Martin, à Salt Lake? Non. Non? On n'est jamais. T'étais pas au jeu de Salt Lake? J'étais pas à Salt Lake. De quoi ça a l'air? Je suis jamais allé, mais je compte aller skier. Fait que je vous donnerai des nouvelles. Est-ce que c'est proche d'ici? En Utah, c'est loin, là. Je sais pas. Regarde l'ignorance dans ma face. La neige est fabuleuse. Oui, non, il paraît que c'est un des plus beaux endroits. J'avais demandé à Jean-Luc Brassard, mon ami Jean-Luc, non, c'est pas vrai. Mais j'avais demandé à Jean-Luc où je devrais aller skier avant de mourir, tu sais, comme, mettons, top 5. Là. Au Japon. Évidemment, mais ça, je l'ai fait. Check! Je m'en suis retourné. Mais il m'avait parlé de l'Utah. C'était genre 2 ou 3e sur sa liste. Puis il m'avait nommé certaines montagnes qu'il faudrait que je le relance. Mais c'est vraiment dans mon plan, là, apparemment, que c'est extraordinaire. Bon, alors, dans quel monde on vit? Il n'y aura pas d'équipe à Québec. Il faut prendre rendez-vous pour voir le Père Noël. Sortez le chéquier. Il faut payer pour voir Youpi. Pour voir Youpi. Hey, quel monde, hein? Joyeux Noël, tout le monde. Non, j'étais un peu... Le Grinch. J'étais un peu en avance. J'étais un peu le Grinch. J'étais un peu en avance. OK, hey, les gars, merci infiniment. Martin Leclerc, je rappelle que tu es notre chroniqueur principal au service des sports. C'est vrai, ça? C'est un plaisir. Tu sais, je le dis ça de même, là, toutes les 2 fois par semaine, mais... C'est une grande fierté. C'est pas rien. Là, les Kings débarquent en ville. Les Kings de Québec débarquent en ville cette semaine. Il va falloir enquêter, savoir ils ont reçu combien de subventions pour venir jouer ce match. Oui. Mais rappelez-vous que l'année dernière, parce que quand on avait enregistré notre épisode spécial caché secret Dark Web, là, oui, c'était bon. C'était tout de suite après le match des Kings, là, puis on y référait toujours. Et ça a été le début de la fin pour le Canadien. C'est vrai. Mais là, les blessures s'étaient accumulées, puis ça ressemble un peu. C'est ça, on marche. On est à une blessure là, de vivre la même affaire. Peut-être pas. Pas loin, on n'est pas loin. Donc, merci de nous rappeler ça. Puis, dans ce les Kings, ils font dire que maintenant, ils ne voient pas la raison de se déplacer à leurs propres frais. Ils ne comprennent pas pourquoi, soudainement, il faudrait qu'ils payent. Là, pourquoi? Vous avez fait un chèque pour la prochaine fois. Donc, Martin Leclerc, je t'ai dit merci. Je t'ai dit que tu étais bon. Je t'ai dit qu'on était content et chanceux de t'avoir. Et je t'ai remercié. Et tu m'as remercié. Alexandre Gascon. Toi aussi, on t'aime. Oui, c'est une fois de temps en temps. Non. Bon, c'est pas grave. Je suis fait fort. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste, l'un de nos 2 journalistes affectés aux affaires du Canadien et de la LNH. Merci beaucoup, mon vieux. Moi aussi, je t'aime, Alex. Tu fais du bon travail. Jacques-Alexis Bernardin est le signataire de cette émission. Merci, Jack. Je pense que c'est Arthur qui signe aujourd'hui. Oui, la famille Bernardin en régie. Salutations, Arthur. Oui. Salutations. Bisous. Et voilà, je m'appelle Alexandre Coupal. Bonne semaine, puis à vendredi. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.